Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision Africa, la chaîne panafricaine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de questions à débattre la première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques, l'une des premières femmes candidates à l'élection présidentielle de 2012. Elle est aussi première femme membre de l'Observatoire national des élections. Elle a été ministre conseiller du président de la République, M. Macky Sall, chargé des droits humains et de la paix. Elle est aussi la présidente du Parti Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Carlenen. Professeur Amsatou Sow Sidibé. Professeur, bonsoir. Madame Fatou Fati, bonsoir à tous et à toutes et merci de m'avoir invité pour communiquer à travers votre prestigieuse télévision Africa. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir à mon frère, M. Sidibé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une intellectuelle de haut niveau avec une riche et belle carrière universitaire. À quel moment avez-vous décidé d'entrer en politique? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est une observation de mon pays. Il y avait des avancées, c'est sûr, mais il restait beaucoup à faire. Et je disais que les intellectuels devaient s'impliquer davantage. Ils avaient leur mot à dire et ils devaient être à la prise de décision. Donc c'est vers les années 2010 que j'ai décidé de créer un mouvement citoyen, Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, qui par la suite a été érigé en parti politique. Mais c'est un parti politique qui s'appelle Mouvement citoyen Carlenen. C'est l'esprit société civile. C'est l'esprit troisième voie. Donc j'ai créé ce parti en mettant en avant la personne humaine, avec ses droits, avec ses devoirs, avec ses valeurs, qui ne devraient pas être en déperdition. Malheureusement, bon, on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés dans ce sens aujourd'hui. Donc j'ai créé ce parti, je suis entrée en politique en me disant que malgré tout, je vais refuser ce qu'on appelle la politique politicienne. C'est-à-dire la politique du discours qui ne tient pas tellement en compte le faire, la politique du dire qui ne s'accompagne pas du faire, la politique des engagements qui ne sont pas respectés, la politique du deux poids, deux mesures, la politique qui fait valoir les intérêts particuliers sur les intérêts généraux. Pourquoi la femme sénégalaise, au-delà de la femme sénégalaise, la femme africaine, n'est-elle pas intégrée dans les instances décisionnelles en politique? Alors, quand vous me posez cette question, j'ai un regard dans le passé. Vous avez des femmes africaines. Là, je voudrais citer un auteur, un érudit, un grand auteur, un grand Africain, un grand intellectuel, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qui nous a rappelé que jusqu'à une période qui n'est pas très éloignée, en Afrique, c'était le matriarcat qui sévissait et qui mettait la femme à un niveau, à une position, à une bonne position. Et les femmes étaient pratiquement au centre de tout. D'ailleurs, on dit que ce sont les femmes qui ont inventé l'agriculture. Et dans les familles africaines, les femmes jouaient un rôle fondamental dans l'économie à l'époque, avec le système matriarcal. Il y a d'abord, je vais dire, il y a deux chocs historiques. Il y a un islam mal interprété. Parce que Dieu seul sait pourquoi l'islam est né en Arabie. Parce que c'était une société
patriarcale, où c'est l'homme qui était le plus puissant. Et vous savez, dans cette société-là, malheureusement, lorsque les filles naissaient, on les enterrait vivantes. Et c'est la religion musulmane qui a dit « halte à ça, mais protégez-les, que tout le monde s'occupe d'elles, n'est-ce pas ?» Et puis qui a même donné des droits qui sont ce que j'appelle une discrimination positive, parce que l'islam a donné en matière d'héritage une moitié de part à l'homme, parce que c'est l'homme qui devait s'occuper entièrement des femmes et des filles. Et en plus, il y avait donc ce privilège de masculinité, une moitié de part. Mais on n'a pas compris. Je crois que par la suite, nous musulmans, nous n'avons pas toujours bien interprété la religion musulmane. C'est une religion éminemment protectrice des droits des filles et des femmes, mais il faut comprendre cela et il faut véhiculer cette idée qui est fondamentale. Et puis l'autre choc historique, c'est la colonisation. Alors, dans la période anté-islamique en arabe, on était dans une civilisation indo-européenne, en même temps qu'en Occident, en France par exemple, dans la société romaine aussi. Alors, à l'époque, dans l'Occident, il y avait ce qu'on appelle le pater familias de droit romain, l'homme puissant avec droit de vie et de mort sur les femmes et les enfants. Ouais. Alors nous avons hérité après de tout ça. Et ça a bouleversé tout ce que le matriarcat nous avait offert. Aujourd'hui, ça fait que, évidemment, nous sommes en train de récupérer petit à petit le droit que nos ancêtres nous avaient accordé à nous femmes. De plus, ça évolue. Maintenant, vous savez, dans un pays comme le Sénégal, nous nous sommes battus pour avoir la loi sur la parité qui permet aux femmes d'accéder en force dans certaines institutions. Par exemple, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui au Sénégal, autour de 40% de femmes, nous avons autour de 44% de femmes à l'Assemblée nationale. Dans les localités, les mairies, nous avons 18 maires, femmes maires, et 2 femmes chefs de département. Bon, ça commence, mais il reste évidemment beaucoup à faire. L'éducation est fondamentale pour les femmes. Toute politique doit s'appesantir sur cet aspect. Pour toutes les populations, hein, hommes ou femmes, mais spécialement les femmes. Parce que les femmes, elles ont un rôle essentiel à jouer dans la société. Depuis votre arrivée sur la scène politique, quels sont les défis majeurs auxquels vous avez pu faire face? Une question pertinente. J'ai pratiqué le terrain politique parce que je suis allée aux élections. Et je puis vous dire que les 2 grands défis auxquels sont confrontées les femmes, y compris moi-même, c'est d'abord le défi du parrainage. C'est un blocage. Vous savez, en 2019, je me suis présentée à l'élection présidentielle. Mais le blocage, c'était le parrainage. Parce que bon, j'ai compté le nombre de parrainages que j'ai déposés au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel m'avait fait savoir que la clé USB que j'avais déposée avait un virus. On ne pouvait pas l'ouvrir. Donc le parrainage, il est difficile. Parce que les conditions du parrainage sont inhumaines parfois, et même je vais ajouter dégradantes. Inhumaines parce qu'on vous demande des dizaines de milliers de parrainages en un temps record, parfois 1 ou 2 mois maximum avant l'élection, le dépôt des dossiers. Ça, c'est particulièrement difficile. Alors, conditions inhumaines, mais conditions dégradantes.
Parce que vous savez, dans nos pays, la culture de la citoyenneté n'est pas la mieux partagée. Et vous verrez, la plupart du temps, les populations réclamaient de l'argent pour faire un parrainage. Vous voyez, ça fausse tout, hein? Ouais. Quand on demande des dizaines de milliers de parrainages et que presque chacun te dise « donne-moi de l'argent, si tu veux avoir mon parrainage », ça devient très compliqué. Mais le deuxième défi, c'est l'argent. On a l'habitude de dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais en l'occurrence, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour toute action, on demande de l'argent. La caution, je ne parle même plus de la caution. Je parle de toutes les activités. Et vous savez, les femmes, les études qui ont été faites au plan international comme au plan national, ce sont des études qui concluent au fait que les plus pauvres financièrement, ce sont les femmes. Elles travaillent à la sueur de leur front, mais en général, les détournements de deniers publics, sauf exception, ne sont pas l'apanage des femmes. J'ai toujours dit que la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes devait voir comment appuyer les femmes à cet égard. Vous savez pourquoi? Cette discrimination, c'est l'article 4 de cette convention, voudrait, discrimination positive, permettre aux femmes de se soulever, de se relever, parce qu'elles ont toujours subi l'oppression. Alors, s'il n'y a pas de mécanisme pour les appuyer, en particulier financièrement, ça pose problème. La participation des femmes, c'est tellement essentiel, même pour les femmes, parce que les femmes, elles vont participer, elles vont mener des politiques de développement, etc., de paix, je l'avais dit, pour tout le monde, y compris pour les femmes elles-mêmes. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi aux femmes de s'unir? Mais absolument, il faut que les femmes arrivent à s'unir. Il faut que, justement, il faut une sensibilisation sur ce point. Il faut que les femmes comprennent qu'en appuyant une femme ou des femmes, elles s'appuient elles-mêmes. Voilà. Quand il s'agit de prendre des décisions, les femmes ne font pas de distinguo entre hommes et femmes, parce que la femme, c'est la maman. Elle ne fait pas de 2 poids, 2 mesures dans la famille pour dire que je m'occupe des garçons seulement, pas des filles. Je m'occupe de tout le monde parce que je suis la maman. Alors, sur ce point-là, justement, il faudrait que les femmes sachent qu'en s'appuyant, elles permettent à toute la famille de vivre mieux. Quel regard portez-vous sur les manifestations de ces derniers jours, sur le cas de Ziguinchor, Dakar et un peu partout? Mais évidemment, comme tout le monde, c'est la tristesse. Parce que, vous savez, nous sommes un pays dit de la teranga, où la commune volonté de vivre ensemble est un élément de stabilisation, un élément d'harmonie. Mais je vois qu'on est en train de perdre ça. Voilà, il y a de la violence de toutes parts, une violence inouïe avec mort d'hommes. Et je m'incline devant toutes ces personnes qui ont perdu la vie durant ces manifestations. Et je dis que, comme nous l'avons toujours fait, retournons au dialogue. Ça, c'est africain, c'est sénégalais. S'asseoir sous l'arbre à palabres, discuter, jusqu'à arriver à des conclusions consensuelles et évoluer positivement.
je crois que nous ne devons à aucun moment lâcher cette dynamique-là. Or, je vois aujourd'hui que le tissu social est en train de s'effriter assez profondément. Il n'est que temps pour que cette saignée cesse. Aujourd'hui, au Sénégal, la paix vous semble-t-elle en danger? Je crois oui. J'ai toujours alerté. J'ai toujours alerté en tant que femme de paix. Oui, j'ai toujours alerté en disant ce qui arrive ailleurs peut arriver chez nous. On ne peut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver chez nous. Bon, et j'ai toujours demandé, encore une fois, qu'on discute, qu'on fasse la palabre pour arriver à s'entendre. Et j'ai toujours demandé que chacun respecte ses devoirs. Quand on respecte ses devoirs, on respecte les droits des autres. Je suis juriste. Je sais que c'est le droit qui permet d'organiser la société. En organisant la société, le droit a un objectif essentiel, c'est d'assurer la stabilité. D'accord. Pensez-vous que le président de la République, Macky Sall, pourrait hypothéquer la paix de son pays en voulant se présenter pour un troisième mandat? Je lui demande de ne pas hypothéquer la paix au Sénégal. C'est la question de la troisième candidature. Nous lui demandons d'organiser des élections fiables avec d'autres candidats, mais pas avec lui, parce que en tant que juriste, je dirais que la force de l'engagement a un aspect juridique. Il y a ce qu'on appelle, ça n'a pas été bien exploité par les juristes, l'engagement unilatéral de volonté. Vous vous engagez, vous êtes responsable, vous êtes tenu de l'obligation de respecter votre engagement. Ma thèse de doctorat d'État en droit a porté en partie sur l'engagement unilatéral de volonté. Il s'est engagé. Il s'est engagé même jusqu'il n'y a pas longtemps pour dire qu'il ne se présentera pas une seconde fois. Le référendum a porté sur la durée du mandat et non sur le nombre de mandats. Le nombre de mandats est figé. Il n'y a pas eu de réforme concernant le nombre de mandats. La réforme n'a porté que sur la durée du mandat. Alors, et de surcroît, je dirais que nous sommes dans une société où la déperdition des valeurs est aujourd'hui inquiétante. Il ne faut pas qu'on en rajoute. Il faut qu'on montre surtout aux jeunes que la parole donnée doit être respectée. Donc nous lui demandons, au nom de la morale, de l'éthique, au nom des valeurs et au nom de la paix, de faire en sorte que ces élections se passent cette fois-ci sans lui, avec d'autres et avec une excellente organisation pour que le meilleur soit choisi ou la meilleure soit choisie. Professeur, êtes-vous favorable au dialogue initié par le chef de l'État, d'ailleurs qui doit se tenir le 30 mai prochain? Je suis une femme de dialogue. J'ai tenu le dialogue partout. Je me souviens quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, l'ONUCI m'avait convié pour faire partie des experts qui travailleraient sur la réconciliation, en tout cas sur la résolution du conflit. Et j'étais pendant plusieurs semaines avec le professeur Albert Tevo-Djéré en Côte d'Ivoire pour qu'on essaie de voir quels sont les problèmes, comment résoudre ces problèmes pour que le conflit ne se poursuive pas. Donc, je suis une femme de paix. Je l'ai fait en Casamance. Quand j'étais ministre conseiller du président de la République, j'avais choisi d'aller en
Casamance pour rencontrer les communautés. J'ai rencontré beaucoup de communautés. Nous nous sommes parlé et je crois que en grande partie, eh bien ça, c'est à l'origine de l'accalmie que l'on voit aujourd'hui. Donc quand ça se passe dans mon pays, la première chose que je dis, c'est dialoguons, parce que tous les conflits finissent autour d'une table de négociation. Mais faisons ça maintenant, ne laissons pas perdurer les choses, ne laissons pas pourrir la situation. Il n'est que temps pour que tout le monde se ravise, pour qu'on s'asseye autour d'une table, que chacun dise ce qu'il a dans le cœur, dans le ventre, dans la tête, qu'on se regarde les yeux dans les yeux pour arriver à des conclusions consensuelles qui vont nous laisser en paix. Nous voulons la paix et nous ne voulons que la paix. Parce que sans la paix, pas de développement, pas de respect des droits humains, rien du tout. Donc la paix seulement. Juste une dernière question, professeur Amsatou Sow Sidibé. Êtes-vous candidate à l'élection présidentielle de 2024? Non, on me pose toujours cette question. Wait and see. Je vous donnerai une réponse, évidemment sans tarder, mais je dis qu'aujourd'hui, ma préoccupation essentielle, c'est l'avenir du pays. Avec toutes ces crises que nous observons, avec toutes ces frustrations, avec ces morts, hein, avec ces blessés, le pays ne mérite pas ça. Et je veux me concentrer sur ça dans un premier temps. Et après, je vous dirai. Professeur, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, c'est moi vraiment. Une belle chaîne encore une fois et vous me permettez de communiquer avec mes frères et sœurs du Sénégal et d'ailleurs. Voilà, surtout en Afrique. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre invitée. Merci et bonsoir.